bonjour. C'est ravi d'être avec toi. Merci beaucoup. Bon, on n'a pas eu le temps de papoter comme je peux le faire des fois avec d'autres personnes. Malheureusement, j'ai pas eu le lieu. Voilà, mais bon, c'est aussi un très beau lieu. C'est parfait, ouais, un vraiment, très beau c'est cadre. agréable. Donc, moi, je dis merci pour ça, gratitude. Parce que des fois, tu vois, j'arrive toujours à trouver des solutions. En tout cas, merci d'être là. Merci à toi. Vraiment. Merci d'avoir répondu à ma bouteille à la mer. J'adore. Elle est arrivée entre de bonnes mains. Donc, en tout cas, ravie que tu sois là et j'ai hâte d'écouter ton histoire, ton parcours et ce que tu fais autour des femmes. Donc pour ça, je vais te laisser te présenter de la manière dont tu le souhaites, avec le focus sur les points que tu souhaites. D'accord. À nous. Je me lance. Oh. Bon, je me définis avant tout comme une femme curieuse maintenant, curieuse de l'humain. J'ai une enquêtrice, en fait, de notre monde invisible qu'on porte. Voilà, avant de me présenter en tant que Karima. Voilà, je suis Karima. Je suis une femme de 45 ans. J'ai 5 enfants, 5 filles. Waouh. Ouais, des parfaits miroirs. Waouh. Et j'ai aussi une autre casquette, je suis éducatrice, en plus aide médico-psychologique, mais j'occupe un poste d'éducatrice dans une MEX. Donc j'accompagne des enfants en difficulté, placés par l'aide sociale à l'enfance. Et à côté de ça, j'ai aussi développé Femtora, ce projet qui me tient à cœur, qui est d'accompagner les femmes. Mais j'ai commencé aussi les hommes. Voilà, mais c'est vrai que j'accompagne essentiellement des femmes qui souhaitent en fait cesser les schémas qu'elles revivent, tu vois, ce qu'on appelle les schémas répétitifs, ce qui ressemble pour elles à des échecs, que ce soit sur le plan financier, professionnel, amoureux, familial, enfin vraiment ça touche toutes les sphères de la vie. Et en fait, c'est une véritable passion. Et le point de départ, c'est simple, c'est moi. C'est pas plus mal, au moins ça. C'est moi. Il n'y a pas d'autres. C'est à force de creuser pour moi, à force de m'élucider, de me comprendre pourquoi je manifestais, créer toujours les mêmes choses. Je me suis dit, il y a un truc qui cloche quand même, c'est pas possible. Je veux dire, c'est vrai que le dénominateur commun, c'est un petit peu moi. Du coup, donc, c'est moi. Mais souvent, on n'a pas cette réflexion-là. Mais non, je me suis rendu compte que ça demandait, franchement, c'est pas simple. Alors, c'est beau de dire, oui, il faut se reconnecter, revenir à soi. Mais c'est super compliqué. Et franchement, ça demande du courage. De se regarder, de se dire, oh, ok, là, c'est par là. J'ai un peu honte quand même, c'est pas cool, j'aimerais pas que ça devienne public. Il y a des choses qui nous semblent pas belles à voir, ça s'appelle nos parts d'ombre, et c'est quand on a le cran d'aller les voir en fait, d'aller les rencontrer. D'aller les rencontrer, les chercher. Que là on peut commencer à processer le changement en fait. Voilà. Et les accepter aussi, parce que c'est vrai que, tu vois, hier j'avais, c'était vendredi aussi, j'avais un échange justement que je vais diffuser bientôt, avec une très belle personne qui me disait justement, c'est bien d'avoir les deux, d'accepter les deux, cette part d'ombre et cette part de lumière, parce que finalement on est fait de ça. Voilà. Et de toute façon, je pense qu'on ne peut rien changer si on n'accepte pas. Voilà, j'aime à dire qu'on ne peut changer que ce qu'on voit, mais pour pouvoir le changer, il faut l'accepter. Exactement. Voilà, parce que le voir, ça, on reste en surface en fait. Il faut vraiment l'intégrer, l'accepter et l'assumer. Et c'est comme ça qu'on peut aussi le changer, enfin, tu vois. Et tu disais, je vais revenir sur tes mots, enquêtrice, petite chercheuse. Ouais. Ça t'est venu comment et pourquoi surtout? Je crois que c'est quand on arrive à un point que quand on en a marre d'en avoir marre. Ça c'est fort. Tu vois, c'est pas juste ça, j'en ai marre. Mais c'est quand je me suis dit, mais j'en ai marre d'en avoir marre en fait, tu vois. Qu'est-ce qui se passe, j'arrivais à la veille de mes 40 ans. Donc, est-ce que c'est l'individuation dont parle Carl Gustav Jung? Je pense, voilà. Et j'ai regardé ma vie et j'ai compris, il s'est passé, je sais pas, une espèce de déconstruction en moi. C'était pas moi, c'était pas moi. Mais c'était sur, si tu veux bien pareil, c'était sur le domaine professionnel, c'était sur le domaine perso. En fait, il n'y a pas d'événement, mais quel est le déclic que tu as eu pour pouvoir aller creuser finalement? Parce que à un moment donné, on a tous, tu vois, un espèce de, soit un événement, soit une douleur, soit une souffrance, où on se fait virer, et puis après là, il y a un cheminement qui se fait. Est-ce que toi, tu as eu ça ou... Moi, j'ai pas eu non, je me suis pas fait. En fait, moi, il y a eu un déclic. Alors moi les déclics, alors oui et non. C'est-à-dire qu'un déclic pour moi, c'est pas un événement. Il y a eu un événement, j'ai eu un déclic. Pour qu'il y ait eu un déclic, c'est parce qu'il y a eu des micro-événements avant. Et puis il y a suivi d'un micro-événement ou d'un gros événement pour qu'il y ait eu ce déclic. Mais il y a eu
des événements à côté avant, tu vois. Et moi, c'est que j'ai l'impression que je me suis réveillée d'un coma. Oula, c'est fort. Tu vois, je me suis dit, mais c'est pas... C'est comme si que je me suis dit, je suis comme en mode automatique. Je réalisais que j'étais en mode, pas moi, automatique, en fait. Et je répétais toujours la même chose. Et que, en fait, j'avais la sensation que je ne vivais pas la vie que je voulais. Ça, voilà. Ça, c'est une belle phrase. Mais c'est pas ça que je veux, en fait. Et là, c'est la première fois que je me demandais, mais qu'est-ce que tu veux réellement? Mais justement, tu vois, ce que tu dis, c'est hyper, hyper fort. Tu dis, je vivais pas en gros la vie que je voulais. Mais du coup, à quel moment justement tu le réalises? C'est parce que tu as fait des choix, parce qu'à un moment donné, tu sais, j'en parlais aussi avec une des coachs que j'ai échangé, elle, tu vois, elle avait des frustrations dans son travail, elle se disait, mais attends, mais pourquoi je m'emmerde, pourquoi je me sens pas bien? Tu vois, parce que moi j'ai envie que ça parle à quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Demain, il y a une autre Karima qui est quelque part, il y a une autre Princia qui est quelque part, qui vit la même souffrance, tu vois. Et en plus de ça, selon les personnages, c'est vrai que des fois, c'est plus ou moins accentué. Tu vois. Tu vas avoir des gens qui vont vraiment souffrir, moi la première, et il y a des gens, bon, bah, ils vont pouvoir faire avec. Est-ce que tu as eu, tu disais tout à l'heure, tu as eu des micro-événements, c'est-à-dire que quelque part, tu prenais quand même conscience de ces micro-événements-là. Ouais. En fait, je pense que tout a débuté à travers mon couple. Je suis restée mariée pendant 17 ans, moi avec le père de mes filles. Et ça a commencé vraiment à se casser la figure. Et en fait, progressivement, je me rendais compte que je reproduisais un petit peu les mêmes... Alors, je le reproduisais, mais lui aussi, parce qu'on est deux, c'est une dynamique... voilà. Je reproduisais vraiment ce qui se passait dans mon enfance, en fait. Tu vois. Ah bon, je vais revenir après, hein, parce que c'est pas passé exactement de la même manière, mais au niveau émotion, je revivais la même chose, en fait. Tu vois. Et on arrive à un stade où il n'y avait plus de communication. Moi, je ressentais des réelles peurs. Alors, ça peut sembler insensé, mais je me levais le matin, j'avais peur. Ah ben non, mais j'avais vraiment peur. Je me disais, mais ma vie, ça va être quoi? Ça va être ça, parce que je suis pas heureuse. Je suis pas heureuse dans ma vie, je suis pas heureuse dans mon couple, en fait. Je suis incomprise, il a incompris, on se comprenait plus. C'est vraiment, si tu veux, une bataille d'ego. À ce moment-là, tu n'as pas vraiment conscience. Hein. Chacun est sûr d'avoir raison. On se remet pas en question. Voilà, on se jette la pierre, etc. Et en fait, j'ai vraiment flippé. Je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie de finir ma vie comme ça. C'est pas la vie que je veux, en fait. C'est pas cette vie-là que je veux. Vraisemblablement, rien ne pouvait changer les choses sur le coup. En fait, c'était mort depuis quelques temps. On s'agrippait juste à l'idée qu'on avait des enfants, le mariage. Voilà. Je faisais partie encore des femmes qui pensent qu'on ne quitte pas son mari parce qu'il y a des enfants. Je ne suis plus du tout dans ce courant de pensée, pas du tout. On change avec les années. Mais c'est trop étrange parce que je me suis réveillée un matin. Voilà, ça s'est passé comme ça. Je me suis réveillée un matin. Je suis dans mon jardin et tout semblait bien, en fait. Vraiment, il y avait du soleil, j'étais vraiment bien. La journée parfaite, franchement, ouais. Mais vraiment, c'est trop bizarre ce que je vais dire. C'est trop bizarre. J'étais bien. Et là, j'entends le volet de notre chambre qui s'ouvre. Et je me rappelle que je suis mariée, en fait, avec un homme que je n'aime plus depuis longtemps, en fait, et avec qui, tu vois, je me rappelle, je me dis, je dis, mais c'est vrai, mais je suis mariée. Non, c'est trop bizarre ce que je veux te dire. Ah non, mais c'est trop étrange. Et là, j'ai eu un gros déclic. Je me suis rendu compte que je voulais plus entendre ce volet, en fait, s'ouvrir tous les matins, parce que j'entendais tous les matins. Je voulais plus avoir cette vie-là avec en fait, avec lui, avec moi à ce moment-là, avec tout ce qui me... Et il est arrivé dans le salon, je lui dis bonjour, je lui dis, il faut qu'on parle. Il m'a dit oui. Je lui ai posé une question. Je lui ai dit, est-ce que tu es heureux? Je lui ai dit, mais réponds-moi très... Il m'a dit non. Je lui ai dit, écoute-moi non plus. Et j'ai dit, je demande le divorce. Et ça s'est passé comme ça, en fait. Pause. Tu dis trop de belles choses, trop de grandes choses. On n'a pas le temps d'assimiler. Waouh. Bon, c'était carré, cash, direct. Je savais que je n'allais pas revenir sur ma décision. C'était vraiment une décision, je savais que c'était le moment ou jamais. Si tu veux, ça faisait quelques mois que je pensais vraiment au divorce. Mais tout, tu vois, je lui en parlais parfois, mais lui c'était, tu vois, je dis, pose toujours tu m'intéresses, on va pas divorcer, on est mariés, on reste ensemble. Oui, souvent c'est ça. Et en fait là, ma décision était vraiment prise d'une manière, j'avais une droiture en moi là. Il fallait que tu y ailles. C'était là ou jamais. Et à ce moment-là,
Je Alors, sais pas si tu te rappelles, je me permets juste oui. de te couper. Comment tu te sens? J'ai senti un soulagement. Ouais. Parce que pour la première fois depuis très longtemps, et probablement depuis mon enfance, j'ai fait vraiment quelque chose Un pour choix moi. pour toi. Ouais. Je me suis choisie. Tu vois, Bravo. je me suis choisie. Ouais, c'est fort. C'est hyper fort. Parce qu'en fait, il y a plein de gens, et surtout des femmes, qui vivent dans ce cas-là. Bien sûr, ce qu'on appréhende souvent, c'est casser le couple, donc la famille, c'est la femme, comment elle va faire pour s'en sortir financièrement, parce que souvent, enfin moi en tout cas dans mon cas, mon ex-mari c'est lui qui subvenait à nos besoins, voilà, il gérait vraiment tous les factures, c'est là-dessus, voilà, donc je pense que beaucoup de femmes sont retenues par ça aussi. Oui, et aussi parce que justement, juste par rapport aux croyances, la société nous a inculqué que voilà, à un moment donné, la femme, on est là, on est dans un couple et c'est comme ça. Et en fait aussi, tu as le regard des autres, comment tu vas assumer la honte, enfin tout ça. Il y a c'est en fait, comme on dit, on expérimente nos croyances en fait, et notre vie est dictée par nos croyances vraiment très limitantes qui elles sont nées de situations traumatiques de l'enfance, et on rejoue ces mêmes schémas. Alors tu vois, moi, ma mère étant très malheureuse dans son couple, voilà, mais très malheureuse. Bon, après c'est deux choses différentes. Ma mère ça a été une femme voilà, battue, vraiment maltraitée, etc. Et j'ai pas vécu la même chose, mais j'acceptais. Voilà, il y a de la maltraitance psychologique, des insultes, la négligence, etc. Tu vois, c'était une autre forme de violence. Tu vois. Et toi, derrière aussi, c'est ce qu'on dit aussi dans les constellations familiales, c'est qu'en fait, quelque part, tu gardes une certaine forme de loyauté par rapport à ça. Voilà, c'est ce que j'appelle des loyautés toxiques. La loyauté, c'est une sacrée belle qualité, mais quand elle est toxique et qu'elle te retient, ah oui, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Il faut casser ça, mais hélas, c'est de l'ordre de l'inconscient généralement. Notre vie est régie par 95% de notre inconscient, de notre historique, tu vois. Et c'est là que, quand je dis je suis une enquêtrice, parce que j'adore vraiment faire des liens, des ponts entre ce qui se passe maintenant, qui je rencontre, la situation, et je fais des liens avec qu'est-ce que je crois réellement pour vivre ça. Qu'est-ce que je porte encore pour avoir manifesté cette chose qui est compliquée à vivre. Qu'est-ce que je ne vois pas en moi. Voilà. Et moi, je passe mon temps à faire ça sur moi. Tu vois. Et mais c'est pas épuisant. Alors non, justement, non, c'est un art de vivre. C'est vraiment et c'est se remettre au centre en fait de ta vie. C'est ça, c'est nous remettre au centre de notre vie en fait. Se considérer, se respecter. Voilà. C'est être compatissante envers soi-même. Tu vois. Je suis d'accord. Ne plus se négliger, se regarder. Et comme on dit. Alors, certains vont... Alors moi, au moment du divorce, j'ai été traitée d'égoïste. Après, peut-être, oui, certainement, parce que j'ai beaucoup changé, donc voilà, on ne me reconnaissait pas. Mais j'aime à dire qu'il y a un fossé entre penser à soi, qui est une façon saine, et penser qu'à soi, qui est une façon un peu plus égoïste. Voilà, au détriment des autres. Voilà. Oui, mais de toute manière, moi, je pars du principe qu'à un moment donné, on est obligé de penser à soi, pour derrière, en fait, avoir aussi de l'amour. Parce qu'en fait, si toi, t'es pas bien, tu ne peux pas. On ne peut pas. C'est ce que j'explique à mes enfants. Mais tu peux pas. C'est ce que j'explique. Voilà, oui. Mère Teresa, tu peux pas. À un moment donné, tu vas donner ça, et puis à un moment donné, tu vas exploser. Enfin, ou tu vas imploser. Ah ouais, être dans le sacrifice, en fait, ça mène à rien. C'est pas oublié, de toute façon. Et voilà, je parle beaucoup de ça avec mes filles. Le fait de penser à soi, c'est très simple. C'est parce que c'est en s'apportant le meilleur pour soi qu'on peut ensuite le partager. Voilà, sinon, le contraire n'est pas possible. Écoute, une fois que tu prends conscience de ça, tu décides de divorcer, qu'est-ce qui se passe après dans ta tête? Tu deviens une nouvelle Karima? Qu'est-ce qui se trame dans ta tête? Non, je crois pas que je suis devenue une nouvelle Karima. Je crois que je me suis rappelé de qui j'étais réellement, en fait. Ça, c'est beau, ça. Donc, je crois pas à la meilleure version de soi-même, changer. En fait, quand je parle de changement, c'est au niveau de ton environnement, mais en soi, c'est revenir à qui on est réellement, en fait. Tu vois, et je pense qu'on est un être originel, à la base original, et qu'il y a plusieurs couches de traumas, de mécanismes inconscients qu'on a mis en place. On a plusieurs masques, également, plusieurs égos, et que c'est en épluchant tout ça. Tu vois, comme un oignon, il faut éplucher, enlever chaque couche, enlèves chaque couche pour arriver à qui tu es réellement. Attention, je ne dis pas que je suis arrivée à qui je suis réellement. Pour moi, ça fait partie du chemin, en fait. C'est comme si il n'y avait pas d'arrivée. Il n'y a pas d'arrivée. Il n'y a pas de ah, c'est bon, je suis arrivée, j'ai fini. Non, c'est vraiment, ça fait partie du chemin. C'est la vie, c'est ça, c'est le chemin. Ah bah oui, je suis d'accord. Donc, du coup, c'est entre guillemets une enquête à vie. Mais quand je dis une enquête, forcément, comme tu me disais, ça évoque le travail, sa fatigue.
Mais non, parce que du coup, quand je vois les gens, je vois les personnes, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer qu'ils ont un gros sac à dos avec tout leur historique. Ah bah oui. Et tu sais, mais parce que j'ai fait ce travail, parce que je fais ce travail sur moi aussi. Hein, je me dis, quand j'ai pris conscience que tous mes choix, mes pensées sont influencés par cette historique, par ces mémoires, donc mes actes sont aussi influencés par mon passé encore. Je me dis, mais non, mais on est en mode automatique, c'est une dinguerie, mais il faut sortir de là-dedans, tu vois. C'est la cassette qui tourne en boucle. Mais c'est ça, en fait. Ouais. Moi, je me suis rendu compte que tout ce qui est... maintenant, on le sait, c'est plus un secret. Je veux dire, on est programmé de 0 à 12 ans, généralement, à 7 ans, mais ça va jusqu'à 12 ans, généralement. Et plus tard, on va s'amuser à rejouer ce programme. Tu vois. Voilà. Mais c'est fou parce que tu vois, moi j'ai des enfants qui sont encore tout petits et à chaque fois, avant, bon, on savait pas tout ça, maintenant qu'on sait tout ça, quand je regarde mes enfants, des fois, ça m'apprend tellement, j'évite de leur dire des choses, tu sais, il faut faire ça, parce que maintenant, maintenant je le sais, je me dis, ah non, mais attends, je vais trop les formater, je me dis non. Mais c'est fou parce que c'est vrai que si nos parents, entre guillemets, c'est vrai qu'ils ont fait les choses comme ils pouvaient, mais s'ils avaient cette connaissance-là, on aurait changé beaucoup de choses. C'est vrai qu'ils n'avaient pas les outils à l'époque, le savoir et les informations que nous on a maintenant. Tu vois, je me dis, nous on a Internet, bon ça dépend de l'âge qu'on a, hein, mais bon, mes parents, mon père était âgé, c'était la génération pas d'Internet. Hein, mes parents ils ont découvert ça sur le tas aussi. Et puis ça dépend aussi, il y a la culture qui entre en compte aussi. Hein, je veux dire, si tu viens du Maghreb, les parents, les anciens, tu leur parles de psychologie, psychanathérapie, ça leur parle pas. C'est sûr. Nous aussi, hein, Afrique noire, c'est pareil, c'est maintenant. Oui, et encore, tu parles d'un psy, il va te dire, donne-moi l'argent. Tu vois, il y a des choses qui commencent à s'ouvrir, mais ouais, c'est encore. Je voudrais revenir aussi à ton accompagnement pour les femmes. Tu sais que depuis hier, je préparais l'interview, j'ai dit femme Torah, mais je trouvais ça tellement beau. J'étais en train de dire, ça sort. Mais oui, depuis hier, le mot me revient en tête. Et je voudrais que tu reviennes un peu sur cet accompagnement, enfin, en tout cas la genèse, comment tu crées Femme Torah et le pourquoi aussi. J'imagine que le pourquoi perdure et comment ça se déroule un peu. Alors, pour commencer, pourquoi j'ai décidé d'accompagner les femmes, c'est parce qu'en fait, c'est quelque chose que je fais depuis toujours. Voilà. Je fais ça de façon très naturelle. Voilà, je suis la personne qu'on vient voir quand ça va pas. C'est vrai que j'ai une analyse et une expertise assez développée et j'ai aussi un côté très instinctuel aussi qui me pousse à agir et à parler. Et ça marche, ça match. Ce que je dis souvent résonne. Voilà. Et moi, je me dis, mais pourquoi j'en ferais pas un métier? Pourquoi je n'ouvrais pas quelque... Voilà. Mais l'appellation me gênait. Thérapeute. Coach. Voilà. Et vraiment, ça me parlait pas, ça ne me représentait absolument pas. Et donc, vraiment, j'étais voir sur Internet les définitions. Voilà. J'essayais de décortiquer le truc, coach. Ça vibre pas, thérapeute non, mais en plus bon, j'ai pas de diplôme de thérapeute, j'ai fait des formations, mais c'est pas reconnu. Et mentor, donc parce que j'ai vu sur Insta qu'il y a des personnes qui disaient être mentor, j'ai dit non, mentor c'est un petit peu quand même. Ouais, ça va, là-haut, tu peux redescendre un petit peu. Eh ben oui. Et je vais voir la définition et là ça me parle, tu vois, ça me parle vraiment. Je me dis mais mentor, ça me gênait quand même d'utiliser ce terme, tu vois. Et puis moi, c'est vrai que j'étais axée sur les femmes et j'ai fait un combo dans ma tête. Je fais femme tort. Ouais, femme tort, c'est pas mal. Je regarde sur Internet si ça existe. Alors, je trouve, non, ça n'existe pas. Hein, voilà, mais je me dis femme tort. Après, j'ai trouvé des définitions. Femme Torah, ça serait du mentorat pour femmes, mais personne n'utilise ce terme-là, en fait. Et donc, je me suis dit, go. Mais ça m'a fait un truc. Donc, mais tu sais que moi, je pensais aussi à... C'est fou ce que je vais dire, mais je pensais aussi à Thor. Le dieu de la... mais j'ai pensé à ça. Mais après, avec son marteau, là. Je me suis dit, mais ça se trouve que les gens vont penser que c'est Thor, Dieu. Ouais, mais quelque part, il y a une résonance. Après, moi, je suis un peu comme toi. J'aime bien analyser plein de choses. Je me dis, il y a une résonance parce que, en fait, quelque part, c'est un peu retrouver ça. Puis les aides à retrouver leur puissance. Mais oui, puis même puis la connexion divine. C'est ça. Tu vois, on n'est pas issu de, de croyance, hein, mais il y a de ça aussi. Bien sûr, pour moi, on n'est pas là comme ça pour rien. Il y a quelque chose de plus grand
tu vois, qu'on appelle le divin, Dieu, Allah, et il est là, là et là aussi, tu vois. Donc il y a une connexion à avoir avec. Donc j'ai pas fait exprès le femme Torah, femme tortor Dieu, mais pas du tout. Tu vois, c'est qu'après j'ai pensé. C'est puissant. Mais des fois, tu vois, il y a des choix qu'on fait qui sont influencés par une sphère inconsciente et c'est pas anodin. Mais non, mais en tout cas c'est très bon. Moi j'y pensais hier. Je me suis dit, tu vois, il y a retrouver sa puissance, se connecter avec le divin. Ouais. Et du coup, concrètement, si je suis une femme, comment je peux faire appel à Karima et pourquoi surtout? Très simplement, tu me trouves sur Insta. Mais quelles sont les problématiques que tu peux accompagner? Est-ce que c'est plutôt la vie perso? Est-ce que c'est plutôt la vie pro? Est-ce que c'est des questionnements? En fait, mon accompagnement, il va automatiquement toucher toutes les sphères de ta vie. Parce que généralement, les femmes, quand elles viennent me voir, elles ont toutes le même discours. J'en ai marre de répéter le même truc. Je rencontre toujours, et puis moi j'en ai une notamment, elle c'est un bel exemple, je rencontre toujours les mêmes types de mecs. Voilà, c'est toujours, voilà, ils sont mariés, ils sont pris, ils sont ci, ils sont là, ils sont toujours indisponibles. Donc elle répète toujours les mêmes schémas, elle veut sortir de là, elle sent bien qu'il y a quelque chose qui bloque. Elle sait d'où ça peut provenir. Parce que le savoir ne suffit pas, hein, il faut actionner voilà, bien sûr. Mais rien ne change pour autant, tu vois. Ou alors aussi sur le problème financier, l'argent arrive mais ne reste pas, on est toujours en dèche, on est toujours dans le manque, et ça parle beaucoup le manque. Et ça provient encore une fois de l'enfance, la relation avec tes parents, avec ton père. Parce qu'on t'a inculqué aussi sur l'argent. Exactement, encore une question de loyauté. Est-ce que je m'autorise à gagner mieux que mes parents? Tout ça, c'est trop. C'est beaucoup. Mais en fait, quand tu mets la lumière sur toutes ces pièces de théâtre, c'est ça, hein, là, ça commence à être, je veux dire, simple à capter. Après, c'est pas simple à mettre en place parce qu'on est sur une déconstruction, vraiment sur un changement total de paradigme. Tu vois, il faut vraiment te réinitialiser. Enlever l'ancien programme. Et passer au nouveau. Et quand il est inconscient, c'est quand même pas... voilà. Mais on perçoit ton programme à travers, même quand il est inconscient, à travers tes choix, tes actions. Tu vois, c'est parce que comme je dis, ce que tu portes est projeté dans ta réalité. En fait, c'est simple. Une fois, on m'a demandé, mais à quoi ça ressemble l'inconscient? C'est simple, regarde autour de toi. Voilà. À quoi ça ressemble les mémoires? Donc, ça ressemble à la réalité dans laquelle tu baignes. Parce que tout ce que tu portes, tu le projettes, en fait, pour que tu puisses le voir, justement. C'est pour ça que on répète les mêmes schémas. On dit la vie répétera les mêmes leçons de plus en plus fort jusqu'à ce que tu la comprennes, en fait. C'est pas... Attends, doucement. Tu dis trop de belles choses. Attends, on va répéter déjà. Donc, effectivement, tout ce que tu projettes, c'est ton inconscient. C'est ça. Oui, exactement. Tes croyances. Voilà, très profondes. En gros, ta vie de l'extérieur, en fait, elle ressemble à celle. Exactement. C'est le prolongement de ton intérieur. C'est fou, ça. C'est fou, ça. Et des fois qu'on n'en ait même pas conscience. Non, on n'a pas conscience généralement, puis on nous a pas appris ça. Ça, j'encourage vraiment moi les personnes qui viennent vers moi en fait, moi, ce que je transmets, c'est pas un secret, hein, c'est donner cette transmission à vos enfants aussi, quoi. C'est ça. Tu vois, c'est parce que c'est là, c'est quand ils sont petits qu'il faut commencer à les mettre. Oui, c'est pour ça que je disais que c'est encore plus difficile d'éduquer, je pense, des enfants maintenant en ayant conscience de ça. Moi, je me rappelle déjà quand j'étais enceinte, je me disais, mais attends, il y a les mémoires utérin, il y a machin. Je me disais, mais c'est bien que tu avais conscience de ça déjà. C'est super. Mais je trouve que c'est beaucoup trop de stress, c'est beaucoup trop de responsabilité. En même temps, je le sais, mais en même temps, c'est difficile parce que, tu vois, quand je le vois des fois, mon fils, je me dis, quand je vois sa colère, je me dis, oh là là, je suis sûre que ça, c'est la mienne. C'est ma colère qui porte les celle de ma grand-mère. Non, mais parce que j'étais vachement en colère pendant sa naissance. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, des fois que je vois, et même ma fille aussi. Mais pourquoi tu étais en colère? C'est ça. Mais par contre, ce que je me dis, c'est que je dois faire l'exercice avec eux pour leur expliquer que, tu vois, il faut que tu dissocies. Parce que moi, je sais pourquoi j'étais en colère. Mais j'arrivais pas à... Si tu veux, on va pas rentrer dans ma vie, mais j'arrivais pas à dissocier le truc pendant ma grossesse notamment. Et en fait, surtout la grossesse de mon fils, j'étais beaucoup en colère. Et des fois, il a des colères, mais je me dis non mais ça c'est sûr que c'est moi. Tu vois. Donc ouais, je sais pas pourquoi, mais tu vois, même à la crèche, il me dit la dernière fois, il me disait non mais Kézus, il est tout doux, il est tout machin. Mais quand il s'énerve, alors là c'est l'opposé. C'est l'opposé. Et je sais pas, ça, pour moi, tu vois, il y a des choses comme ça qui correspondent pas à ta personnalité. Après, il peut avoir une espèce de caractère aussi, tu vois, mais il est tellement doux, tellement... Comparé à ma fille, elle plus de Après, la colère, ça reste une émotion. Oui. C'est une émotion. C'est marrant parce que j'ai expliqué ça tout à l'heure à une personne. C'est vraiment drôle qu'on a eu cette discussion parce que je disais, mais tu sais, ta colère, en vrai, mais je veux dire, elle n'est pas toi.
ce n'est pas ton identité. Exactement. C'est une information, c'est une émotion en fait. Ta colère, c'est une réponse de ton système nerveux. Exactement. Tu vois, face à une situation, ton système nerveux, il va répondre de cette manière-là. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, moi je le dis toujours, enfin c'est vrai que même nous, au niveau par exemple de la religion chrétienne, tout ça, on a beaucoup de croyances qui sont un peu néfastes autour de la colère. En disant que la colère, en gros, c'est mauvais, machin, tout ça. Mais ce qui est néfaste avec la colère, c'est ce que tu peux en faire. Parce qu'avec la colère, tu peux tuer quelqu'un. En revanche, si tu décorrèles juste la colère elle-même, c'est une émotion comme la joie, tout simplement. C'est juste que souvent, elle est puissante. Déjà, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion. Après, des émotions ne sont pas confortables. Oui, c'est sûr, elles ne sont pas confortables. Et ça qui est intéressant, c'est que dans le temps, on va apprendre à observer l'émotion. C'est-à-dire qu'on ne va plus la subir. C'est ça. On va pas être en mode victime, je la subis. On va être observateur. Donc même si c'est une angoisse, une peur, une colère, elle ne va plus être aussi désagréable qu'elle aurait pu l'être si tu étais en mode je la subis, quoi. Voilà. Pas du tout. Mais c'est aussi un peu, t'apprends un peu à gérer, pas gérer, mais comprendre tes émotions. Les accepter. En fait, et la colère, c'est quand même particulier parce que généralement la colère, c'est une émotion qui va venir cacher, camoufler beaucoup de tristesse. Et ça, moi, tu vois, c'est ce que je disais à une copine à moi un jour. Je lui ai dit, tu vois, moi, j'écrivais beaucoup quand j'étais plus jeune, mais quand j'étais triste, j'écrivais. Oui. Et à partir du moment où j'ai arrêté d'écrire, j'ai été en colère. C'est fou. Oui, mais ça, j'ai pris conscience après. Mais je me suis dit, mais pourquoi j'écris plus? Et en fait, j'ai fait le lien en me disant que une fois, j'étais triste comme ça, j'ai commencé à écrire et je me suis sentie vachement bien. Et j'ai fait le lien, je me suis dit, mais pourquoi j'écris plus? Enfin bref, après c'est d'autres questions, mais ce que tu dis, c'est vrai. C'est véritable, Et souvent quand on va creuser comme ça, on se dit, bon, derrière la colère, c'est tristesse. C'est quelque chose que j'ai pas envie de ressentir parce que c'est trop douloureux, parce que c'est dur de la tristesse. Et c'est vrai que je dis souvent, la colère, c'est plus confortable parce que tu as l'impression d'être dans le contrôle encore, tu vois. Il n'y a pas d'avoir cette énergie de, tu vois. Et alors que derrière, la tristesse, c'est petit Calimero. C'est ça. C'est accepter d'être vulnérable, tu vois, et puis bon, ça. C'est intéressant, les émotions, moi j'adore. Oui, c'est ce qui me plaît. Et je te sens hyper speed, hyper alignée, et j'aime beaucoup. Moi j'adore les femmes qui sont, tu vois, qui rayonnent. Mais vraiment, sincèrement, je le dis, parce que c'est pour ça que je fais ça, et puis j'ai toujours travaillé dans le milieu du recrutement, des talents, parce que j'adore voir des talents qui rayonnent comme ça. Je voudrais savoir, tu nous as un peu expliqué ton parcours perso, du coup, est-ce que cette Karimah-là a toujours été aussi dynamique, peps quand elle mais elle était étouffée en fait. Alors moi, je t'ai parlé j'ai parlé un peu de perso. C'était cette période un petit peu de déconstruction avant la quarantaine qui est arrivée. Mais à savoir que pourquoi c'est arrivé, c'est que pendant des années, on m'a obligé à me taire, de ne pas exister en fait. Tu vois. Et c'est que ça a commencé à se fracasser à la veille de mes 40 ans. Parce qu'à un moment donné, c'était plus possible de faire semblant. Je ne me reconnaissais pas du tout dans mon rôle de qui j'étais à ce moment-là. Et je répondais toujours à des attentes. Tu vois, pas faire ci pour plaire. Et ça, c'est inconscient, attention. Je te disais que tu étais, moi j'ai remarqué en tout cas que tu es une femme alignée. En tout cas, ça se voit, ça se ressent. Et que tu es speed aussi. Enfin, on sent speed dans le bon sens, plein d'énergie. Est-ce que tu as toujours été cette Karimah-là? C'était ça ma question, donc tu avais commencé à répondre. Alors non, parce que j'ai toujours été, mais ça a été étouffé, caché. Parce que tout à l'heure, je te parlais de ce qui m'a un petit peu... à la veille de mes 40 ans, le divorce, etc., ce qui est venu... mais en fait, il faut aller plus loin. Pendant l'enfance, on a toujours... à savoir que moi, je suis issue d'une famille, donc de famille nombreuse. J'ai 6 frères. On est 6. Voilà, on est 6 dans la famille. Et bon, moi, je ne veux pas le cacher. On a subi... Enfin, je parlais en mon nom. Voilà, des violences quand même assez importantes, que ce soit physiques, psychiques... et voilà, c'était très très... on a une enfance très 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 compliquée. Et d'où la complexité de ma vie par la suite, avec les schémas que je répétais, les choix que je faisais inconsciemment, etc. J'étais moi reliée
à toi finalement. Voilà. Bah, quand tu as autant de traumas, en fait, tu étais en mode survie. Bah, complètement, voilà. Mais ça, je ne le savais pas. Moi, je pense avoir tout résolu. Comme j'expliquais, j'étais un petit peu la personne ressource dans mon entourage. Voilà, je pensais vraiment. Mais en fait, à la veille de mes 40 ans, je me suis rendu compte que je n'avais absolument rien résolu du tout et que tout était. C'était le début. C'était que le début. Et que, en fait, voilà, c'est qu'en fait, j'étais complètement dans le déni. Mais ça, c'est une protection, c'est un mécanisme de défense. Oui, et voilà, mais à un moment donné, quand ça commence à se réveiller, c'est que c'est le moment en fait. Tu vois, c'est que ça pousse, ça pousse bien entendu, et puis ça arrive au bon moment. Ça n'arrive pas trop tôt, ça arrive au bon moment quand tu es prête. C'est le corps vraiment, il est bien fait. C'est-à-dire que moi, ce qu'on appelle le réveil du matériel traumatique, qui est endormi depuis des années, il va commencer à se réveiller quand il capte que ton cerveau, tu sais, le cortex préfrontal, il est assez solide pour l'élaborer. S'il ne l'est pas, ça ne remonte pas. Mais s'il l'est, ça remonte. Et quand ça remonte, ça fait bizarre. Et c'est là que, voilà, et moi, tout est remonté vraiment comme ça, à ce moment-là, un peu avant le divorce, tout est remonté là, en fait. Et ça provenait de mon enfance. Et c'est pour ça que je me disais que, en fait, je vivais à travers l'attente des autres. Pour plaire, pour être aimé, pour pas être rejeté, voilà. Et c'est très dur de s'avouer ça. Et moi, j'étais vue comme carrément la solide, la dure, et se dire, ah non, je faisais tout ça inconsciemment pour être aimé, pour pas être rejeté. Voilà, je rejouais les mêmes choses de mon enfance, et ça ne marchait pas de toute façon, donc ça n'a pas marché maintenant. Donc j'avais les mêmes mécanismes en fait, d'adaptation, de suradaptation pour voilà. Et donc ouais, on a un système nerveux en mode toujours en hypervigilance, protection, alarme. Pas finalement. Pas du tout. Pas du tout. Mais ça, c'est fou ça. Et puis surtout, enfin c'est un petit clin d'œil, il n'y a pas de jugement, mais surtout dans nos familles un peu orientales. Parce que les Occidents, ils ont quand même un train d'avance. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit tout en France, et on est peut-être né ici, mais dans nos gènes, on garde quand même. Bien sûr, la mémoire. Voilà, la mémoire transgénérationnelle. Exactement. Etc., et puis nos traditions sont très lourdes. Très lourdes. Ouais. Et c'est vrai que des fois, j'ai des frissons en mots, j'en parle, je t'assure, c'est remonté. Non, mais je sais que souvent, et je te le dis vraiment parce que je me dis, quand nous, dans ces familles-là, on prend, si tu veux, ce côté où on va aller de l'avant, on est souvent aussi très marginalisé. Mais complètement. Tu quittes le terreau familial, entre guillemets, tu quittes l'image qu'on avait de toi, et tu deviens un peu le mouton noir, finalement. Mais c'est ça. Mais en fait, on dit souvent que dans une famille, la personne qui dysfonctionne, c'est la personne la plus saine. Alors, je dis pas que les autres ne le sont pas, mais c'est celle, en fait, qui porte le non, je veux pas suivre le mouvement, en fait. Oui, c'est pas normal ce qui se passe. C'est je veux pas me plier aux règles, je veux pas devenir comme ça. Et ce qu'on appelle le mouton noir, évidemment. Et donc, moi, je vis comme ça, une enfance assez chaotique, très clairement, vraiment, avec une maman qui décède à mes 12 ans, elle se donne la mort, parce que c'était trop pour elle. Parce que voilà, c'était l'acharnement sur les enfants et elle, bien sûr. Ah, punaise. Et pause. Pause. Tu dis trop. Pause. Waouh. Ah, punaise. Attends, moi, j'ai besoin. Oui, je te fais pas. Moi, c'est faux, ça fait des années. Oui, je sais. Ouais, j'imagine, mais bon, quand même. Ta mère, elle se donne la mort, c'est jamais, même 30 ans après, c'est vrai que tu n'as plus la même émotion, mais c'est quand même très difficile. Mais cela dit, tu vois, le deuil, je ne l'ai pas fait à ce moment-là, je l'ai fait à mes 40 ans. Ah ben j'imagine. Vraiment, j'ai revécu, j'ai revécu le deuil comme si que c'était la veille. Parce qu'en fait, encore une fois, je pensais l'avoir vécu à mes 12 ans, mais en fait, pas du tout. Mécanisme, tac, je bloque tout, tac, on laisse rien paraître, et moi, je pense que tout va bien, et en fait, 40 ans, mais je revis, mais tout émotionnellement, tout ressort. Comme si on venait de m'annoncer son départ, en fait, sa mort. Tu vois, c'est là, et là, je me dis, non, mais attends, il y a un truc qui se passe avec l'inconscient, il y a quelque chose de grand derrière, il y a vraiment des. C'est ça que je dis, j'aime le côté enquêtrice. Voilà, je me dis, tu vas comprendre. Voilà, d'où ça provient, etc. Et donc, voilà, elle nous laisse quand j'ai 12 ans. Et moi, je me dis, non, je ne peux pas rester ici, c'est pas possible. Et moi, je pars 3 ans après. Je m'enfuis. Je m'enfuis de la maison. Je fuis la maison, clairement. Je fuis. Et après commencent les placements foyer, famille d'accueil, la PGG aussi, la rue, quelques années à la rue. Bon, c'est hélas la société à l'enfance, les enfants qui sortent généralement, c'est compliqué. Voilà, on ne peut pas dire qu'ils sortent tous indemnes des foyers. C'est pas...
Mais ça va mieux. Oui, oui, c'est Je te sûr. parle de ça il y a Ah, quand c'est même sûr, des oui, années oui, en bah, il y a arrière. des années en arrière, j'ai bien Voilà. compris, mais bon, Mais, même, ça reste quand même un parcours difficile. Écrire un livre. mais Ah en oui, tu cours. m'avais dit, c'est Mais en oui, je cours. suis en Ah cours. bah là, complètement, oui, Et oui, oui, ah oui, oui. je suis en cours, il est bien lancé, je suis très, très, Ah très ouais, contente là, de moi. Ah ouais, j'écris un livre. Alors en plus, attention, c'est pas un livre pour raconter ma vie, hein. Ça raconte ma vie, mais en fait, c'est pas du tout un côté plaintif avec tout ce que je viens de dire. On Oui, peut se dire, oui, bah, oui, attends, ouais. encore une qui va nous rabâcher sa vie, pas du tout. Il y a des ponts, il y a des liens, il y a des explications à tout. Tout ce que je vis, qu'est-ce qui va se passer en moi au niveau des mécanismes du système nerveux, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, qui va expliquer pourquoi je vais faire ça quand je vais avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc. Oui. Donc Après, un fait. je mets un bémol parce qu'effectivement, on raconte nos vies, mais moi, ce que je dis toujours, en fait, tout part de notre vie. Si tu racontes pas ta vie, à un moment donné, personne va t'écouter. Ce que, effectivement, là où je suis d'accord avec toi, c'est ce côté où, en fait, tu l'utilises en storytelling. Enfin, quelqu'un qui va te dire, oui, j'ai subi, machin, Oui, voilà, des c'est viols. ça. Non, ça, c'est pas, enfin, à un moment Non. donné, là, tu vois, on a échangé, il y avait des choses que je savais que tu m'avais déjà dit, mais là, tu vois, bam, je tombe comme ça. Enfin, pour moi, oui, c'est intéressant de comprendre parce que ça fait la Karima que tu es aujourd'hui, Tout à tu fait. vois. Ouais. Et donc oui, ça mérite d'être partagé. Et surtout, en fait, c'est cohérent avec ton parcours. Tu vois, il y a des gens qui vont se dire, oui, j'ai été, excusez-moi, hein, mais pas, je nie pas la souffrance, mais il y a des gens qui vont venir dire, oui, j'ai subi ça, 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 mais des fois, c'est plus pour vendre autre chose. Ouais, j'entends. Tu vois. Ouais. En fait, derrière si tu veux, le cheminement sera plus, ok, je vais utiliser ça pour vendre et non pour m'en servir pour aider les autres. Et ça a plus de sens. Quelqu'un qui s'est fait, je sais pas moi, battre dans sa vie, qui va se dire, ok, je vais aider les gens pour qu'ils retombent pas dedans, ça a du sens qu'il détruise sa vie. Exactement. Mais quelqu'un qui va se dire, oui, j'ai été, violé et que derrière, il le vend et qui fait que juste du marketing. Non, Oui, ça devient marketing. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu le côté pervers des réseaux sociaux. On l'a aussi, mais encore une fois, non, il y a du sens de raconter aussi sa vie. De temps en temps, heureusement, quand même. Et puis, tu vois, des gens comme moi qui ont toujours aimé écouter le parcours de vie. Ah bah oui, parce que tu vois, c'est grâce à ça qu'on est capable de faire des liens de résilience aussi. Exactement. Et tu dis, une personne, elle est résiliente, mais pourquoi? Pourquoi? C'est ça. Parce qu'elle est passée par des chemins. Elle a fait les montagnes russes. Elle est là, quoi. Et ça sert aussi, encore une fois de plus, à inspirer les autres. Et encore inspirer, c'est un bien grand mot, mais ne fût-ce que encourager l'autre. Encourager, je préfère, j'aime bien. Tu vois. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui, quand tu lis les articles, qu'on est dans une société qui est hyper dépressive, qui est une société qui a un mal-être qui est même pas de mots, quoi. Et à un moment donné, tu regardes l'image, tu tombes dessus, je vois une Karima, c'est une femme qui me ressemble. C'est pas la star d'Hollywood. Non, c'est vrai qu'elle va peut-être passer sur YouTube, ok, mais c'est une femme qui me ressemble, tu vois. C'est une femme, j'ai 5 enfants, je suis mariée, mais ça va pas, ok, tu vois, elle vit mon parcours finalement. Ouais. Et moi, c'est ça que j'ai envie de partager. Que tu as envie de transmettre. Mais mon livre, il va dans ce sens, en fait. C'est un témoignage initiatique aussi. Voilà, on est dans... Ouais, c'est ça, l'initiation et montrer que tout est possible, en fait. C'est ça. Mais vraiment, tu sais, moi, quand j'étais en foyer, les éducateurs ne misaient pas 1 euro sur moi. J'ai des frissons. Pas du tout, mais vraiment. Moi, j'étais la nana, la jeune ado, mais comment j'étais ravagée. Je mettais tout en échec, il n'y avait rien qui marchait avec moi. En même temps, mais rien, c'est là où tu pouvais me faire, tu pouvais m'envoyer du rêve, me dire on va faire ça. Non, je veux pas, j'ai juste la rage, moi il faut que j'explose. C'était, c'est légitime, c'est normal. Voilà, c'était, et c'est marrant parce que du coup maintenant je me trouve éducatrice dans un foyer où j'étais placée aussi à l'époque. Donc comme ça, j'allais poser cette question-là, mais qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui justement d'être de l'autre côté? C'est marrant parce que mes collègues elles me disent mais ça fait quoi? Je dis je prie le bon Dieu pour pas tomber sur une femme qui me ressemblait, tu vois. Parce que sinon on est dans le caca les filles, il faut le dire. Ah oui. Et ma mère, elle me dit souvent, elle dit, tu sais, souvent on rencontre des jeunes, des enfants, où toi-même t'as été comme ça, tu vois. Et elle me dit sur une tu m'as fait bizarre, mais tu vas voir tes enfants. Attends un peu. Non, mais vraiment, non. Mais j'aurais pas pensé à cette époque-là, un jour, travailler. Mais c'est bien, mais du coup, il y a une vraie cohérence. Il y a limite même un sens à ce que tu as vécu. Enfin, après, moi, je dis toujours, c'est mon petit reproche à Dieu. Je lui dis, mais pourquoi on est obligé de voir autant de souffrance pour pouvoir, tu vois, aider les autres? Des fois, je me dis ça, j'en parlais justement dans un de mes épisodes, je me dis, mais c'est bien de souffrir, mais Dieu,
tu peux aussi nous faire passer par autre chose, tu vois ce que je veux Par dire? la voie royale. Oui, parce que des fois, c'est difficile. Là, aujourd'hui, on en parle avec du recul, mais je suis pas sûre que tu avais autant le sourire quand tu vivais ça, tu vois Ah ce non, que je pas veux du dire? tout, Bah voilà, non, moi. tu vois. Bah, il était là, je pense, mais encore une fois, il était étouffé. Tu vois. Ouais. C'était étouffé. Voilà, c'est. Après la souffrance, malgré tout ce que j'ai vécu, moi, j'ai pas de. Alors, si je pouvais, alors, par contre, je vais pas mentir, je veux dire, demain, on me donne une baguette magique, on me dit, bon, tu peux refaire toute ta vie, de ton enfant. Alors là, oui, là, Je change. J'aurais un papa exceptionnel, une maman exceptionnelle. Bien sûr que j'aurais aimé avoir une enfance, tu sais, avec un père, une mère, tout va bien. Bien sûr, mais cela dit, j'ai quand même pas de regrets. Je pense que tout a un sens. Exact. Tu vois, et je veux que tout ce que j'ai vécu ait un sens. Alors pour moi, ça en a un, c'est indéniable. Mais alors, si ça pouvait venir, tu vois, un petit peu voilà, faire frémir certaines personnes dans le bon sens et leur donner l'élan. Exact. Tu vois, l'élan, juste Juste l'élan. pour démarrer. Ouais. Eh bien, alors, c'est parfait. Écoute, bravo pour ton parcours. Ouais, vraiment. Tu vois, ça, c'est ma star du jour. C'est vrai, non, mais bravo pour ton parcours. Et tu vois, moi, tu sais, j'adore les moments où je n'ai plus de questions. Ah. Ouais. Tu sais pourquoi? C'est bon signe. Non, mais souvent, ça veut dire que, tu sais, j'ai été nourrie. Ah, Ouais, ça c'est beau. ouais. Ah, Souvent, bien. j'adore ce moment-là parce que ça veut dire que c'est tout ce que tu me dis. J'ai plus de mots. Souvent, mais c'est fou ce que je veux dire, mais des fois, tu rencontres, que ce soit dans le cadre du podcast ou dans des entretiens ou dans des formations, les gens, et puis à un moment donné, tu poses, mais en fait, t'es que dans le mental. C'est ce que je veux dire. Ah oui, oui, oui. Et puis à un moment donné, Mm. là, t'as plein de choses qui se traversent, t'arrives plus à parler. Je comprends. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ça, moi, c'est des moments où je sors de là, je me dis, ouais, ça, c'était une belle rencontre. C'était riche. Voilà. Bon, Karima, quels sont tes projets aujourd'hui? Enfin, sachant on arrive déjà sur la fin 2025, on va dire plutôt sur 2026. Est-ce que on a parlé du livre? Finaliser mon livre. Ouais. Je le termine, je pense, sera terminé en décembre. Et de cette année? Oui, oui. Oh, et oui, il est on attend. J'espère le voir je te reverrai du mais coup pour le livre. Ah bah oui, complètement. Complet, ouais. Et ouais, il sera. Bon, je vais faire le nécessaire pour qu'il sorte en janvier-février 2006, début 2026. 2026. Voilà. Ouais. Ensuite, j'ai d'autres projets évidemment. Donc, on continue à développer Femtora, vraiment faire quelque chose de grand, une école des Femtors, vraiment créer vraiment une communauté de Femtors, tu vois. Je suis en train de visualiser. des femmes puissantes. J'aimerais aussi, ça c'est bon, je l'ai fait qu'une fois, mais le rendre plus souvent, c'est faire des conférences, vraiment. Ouais. À grande, tu vois, audience, vraiment des grosses conférences. À l'américaine, voilà. Un peu. Ouais, américaine. Écoute, j'ai envie de te dire, moi j'en organise une justement, les conférences du papillon en février. Donc écoute, tu seras peut-être partie. C'était pas ça sera la première. On dirait. Ah ouais, trop bien. Ouais, mais je recrute des coachs, je suis en train d'organiser ça. Ah, ouais. C'est magnifique. Ouais. Bah, ça va être un événement qu'on va co-construire. Là, j'ai déjà la trame et tout ça, mais l'idée c'est d'avoir un peu à l'américaine une journée dédiée à la lecture, parce que ça c'est ma passion première, et deuxième au développement de soi. Je ne dis pas développement personnel, mais de soi. Non, pas le développement personnel. Une journée où tu sors de là, tu te dis ouais, j'ai pas payé 100 € pour rien. De fou, hein. Mais vraiment. Mais ouais, bah avec plaisir. Ah bah oui, écoute. Ouais, c'est bien. Donc tu disais conférences et puis après, est-ce que tu as d'autres... Je suis sûre. Alors, je termine mon livre, mais je vais écrire un deuxième. J'aurais jamais pensé faire ça, c'est un truc de fou. Qui va juste s'intituler Femtora. C'est quoi le Femtora? Et en fait, dans ce livre, ça va être une Bible, je mets le paquet. C'est un guide. Je mets tout. Ah, vraiment. C'est plus qu'un guide. En fait, tout ce que j'ai utilisé, vraiment mon art de vie. J'en ai fait un art de... Alors, je n'aime pas les termes outils, méthode. Parce que souvent, psychologiquement, tu sais, on se dit, c'est un peu connoté. C'est voilà, et puis ça dure pas. Tu sais, je dirais, une méthode, faire ça toute ta vie, c'est compliqué, c'est les outils. Moi, j'appelle ça un art de vivre, en fait. C'est un art de vivre. Et moi, je transmets la lecture de ta vie, en fait. Ce qui se passe devant toi, tu le portes en toi, et on fait des liens comme ça. Et donc, mais dans ce livre, Femtora, il y a toutes les explications au niveau même neurosciences, neurobiologique, voilà, tout y sera. Tout y sera, vraiment. Toutes les compréhensions. Et avec, bien sûr, il y a des travaux, enfin, mes références au niveau des travaux, etc. Voilà. Écoute, 2026 sera riche alors. Ah bah oui, génial.
Voilà. Génial. Et on va commencer à chuter un peu. On arrive l'avion va se poser. Ouais. Et j'ai la première question, mais j'ai déjà ma réponse du coup. Mais je vais quand même la poser. Du coup, parmi ton parcours, quel est l'événement, ou du moins, enfin, tu vois, j'aime à dire que le papillon, bah, c'est une transformation. Ouais. Et quel est l'événement qui a joué en fait ce catalyseur, mais en même temps qui a fait exploser, ou qui a fait mettre en lumière cette nouvelle Karima, ou du moins l'ancienne version qui était cachée. Bah, c'est vraiment, en plus, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, Hein, c'est ça que je dis, maintenant je sais. L'événement vraiment, c'est, tu sais, avant le divorce, tu vois, cette déconstruction un petit peu qui commençait à se faire. Tu sais, quand je commençais à regarder mon environnement, me disant, c'est pas ça que je veux en fait, c'est pas cette vie, ça me ressemble pas, c'est pas moi en fait. J'ai l'impression d'être toujours étouffée, hein. Mais ça avait commencé des années avant, si tu veux. Voilà, c'est des micros, c'est des événements voilà, au quotidien, voilà, et ça a servi à ça. Tu vois, ça a servi à ce, ouais, stop, voilà. Ça a aidé ce jour J à émerger. là, ouais. Et la deuxième question, c'est une fois du coup que tu as eu cet événement-là, concrètement en plusieurs étapes, et ça c'est volontaire, tu nous énumères juste les grandes étapes, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu vois, par exemple, je sais pas, moi j'ai quitté mon mari, après j'ai monté ma structure, ou j'ai changé de job, enfin, quelles sont les grandes étapes que tu as mis en œuvre? J'ai quitté mon mari. J'ai quitté mon mari. J'ai eu une nouvelle lecture de ma religion. Ça aussi, j'en parlais dans le livre. Hein. Moi, je suis de confession musulmane et je le suis toujours. Mais j'ai une autre lecture, une autre compréhension de ça en fait. Et ça, c'est venu beaucoup déranger aussi mon entourage énormément. J'ai perdu des personnes. Voilà, je portais le voile, j'ai enlevé, voilà. Et, on va revenir là-dessus. Tu vois, tu vas me titiller sur d'autres choses, et bah c'est parti. Je te laisse finir. Donc, et puis après on verra. Donc ça a été quand même en fait, à contresens, ok, mais jamais à contre-cœur. C'est ça. Il fallait que je m'écoute, il fallait que je fasse ce qui me faisait du bien. Et j'ai vraiment appris à faire ça. Et c'est difficile pour moi maintenant de faire quand j'en ai pas. Tu vois, quand en moi, ça vibre pas. c'est non. Tu vois, c'est compliqué. Et puis j'ai plus envie de ça. Parce que j'ai vu les résultats. Déjà, je connais. Et j'aime bien. Einstein disait, la véritable folie de l'être humain, c'est de penser qu'on va. c'est de vouloir voir les choses changer, mais en répétant toujours les mêmes choses. Et c'est ça en fait, tu vois. Et c'est marrant, c'est ce qu'on transmet aussi dans le Femme Torah, c'est changer nos habitudes pour créer des nouvelles connexions neuronales, pour avoir, tu vois, il y a tout ça se passe pas que là, à l'intérieur, tu vois. Mais justement, c'est aussi une de mes questions, c'est est-ce que dans cette période-là, tu t'es fait accompagner? Est-ce que tu avais des outils? Parce que là, par exemple, de ce que tu dis, là, tu vois, moi, je retrouve beaucoup de choses, mais que j'ai appris par la lecture, tu vois, par exemple. On échange, des fois, je faisais des conférences, mais en mode, tu vois, écoute, quoi. Et j'ai appris justement ces choses-là. Est-ce que toi, justement, dans cette période-là, tu t'es dit, ok, maintenant, je vais changer mes habitudes, je vais lire un peu plus, je vais faire un peu plus de choses. Enfin, qu'est-ce que tu as mis concrètement en place après? Alors, oui, j'ai été accompagnée, mais pas comme on l'entend avec une thérapeute. J'ai essayé une thérapeute. Bon, celle qui m'a raconté. Non, mais vraiment, vraiment. J'ai dit non. Vraiment non. C'est pas possible. Et, super sympa, hein, Anna, mais c'est pas je crois qu'elle m'a laissé un quart d'heure d'espace. Le moment où j'ai dit, ma mère est décédée, je sais pas ce que ça a réveillé chez elle. Une heure, plus d'une heure et demie, comme ça. Elle me parlait d'elle, j'étais là. Ok. Ah oui, elle me parlait de son ex-mari, de son mari du présent. C'était toi la thérapeute? Ah là là. Et je suis pas revenue. Donc je n'ai pas. Je dis pas que toutes les thérapeutes sont comme ça, hein, mais j'ai essayé. Voilà, ça marche pas. Mais j'avais déjà essayé aussi pendant mon adolescence, dans le cadre du foyer des psychos. Ça marche pas avec moi. Voilà, moi je suis très. C'est pas cet outil-là. Moi je suis trop autodidacte. C'est-à-dire que moi c'est vraiment je lis beaucoup. Je suis des conférences. Il faut que tout soit cohérent vis-à-vis de tout ce que voilà. Et j'écris beaucoup, donc mes conscientisations. Quand je retourne sur une conférence, j'ai écouté il y a 6 mois, je me dis ah ouais mais il avait dit ça en fait. Voilà et non mais je me repose beaucoup sur les travaux de Carl Gustav Jung.
Ouais, donc c'est hyper intéressant. Donc, on Beaucoup. va faire un petit récap si jamais ça peut aider quelqu'un. Donc, une fois que tu as eu, on va dire, entre guillemets, ce déclic, donc tu te sépares de ton mari. Et puis après, j'imagine que tu t'entoures aussi, comme tu dis, de lecture, pas mal. Ouais. Alors ça se fait progressivement. Ouais. C'est pas je me suis réveillée en me disant bon maintenant je vais lire. Ouais. Ça c'est tu es dans un mal-être déjà là, tu ne comprends pas d'où vient ce mal-être. Ça, c'est sûr. Bien sûr il y a Ça, tout c'est ça. Hein. Tu sais pas, tu crois même que tu es folle parce que tu te dis mais tout va bien, j'ai des enfants, ils sont même sautés, j'ai un travail que Et j'aime. pourquoi je me plains? Qu'est-ce qui ne va pas? Ouais. C'est quoi ce truc là, ce tourbillon sans cesse du matin au soir? Et à un moment je me suis dit mais c'est pas ça la vie. Je vais pas vivre toute ma vie avec ce truc en moi qui. Mais en fait, et tu vois, j'ai échangé avec une coach, Marie-Élise, qui l'a dit très clairement, le feu intérieur. Ouais, bah c'était un peu ça. Après, ça faisait mal. Et moi, je ne savais pas d'où il provenait. Et en fait, bon, en gros, c'est moi qui me... Comme je dis souvent, je suis mon sujet d'étude numéro 1. C'est moi, vraiment... Et c'est tout ce que je vivais à l'intérieur qui m'a poussée à aller me former, apprendre comment on se construit de l'enfance, qu'est-ce qu'un trauma, qu'est-ce qu'un traumatisme, qu'est-ce que c'est que les mécanismes de survie, de défense, c'est quoi cet enfant intérieur que je lis partout, et voilà. Et de là, voilà, j'ai plongé dans cet univers-là. Et c'est là que j'ai eu mes réponses, voilà, c'est en plongeant en moi du coup. Et c'est là que j'ai, en mettant de la lumière en fait, et en comprenant nos mécanismes, c'est une libération. Ah bah complètement. Tu sais qui tu es. Et c'est pour ça que, tu sais, des fois, je dis, je répondais un peu aux no child, là, les gens qui veulent pas forcément d'enfants. Je me dis, en fait, la beauté, quand tu vois des enfants, c'est aussi de voir, toi, quel parcours tu as eu. Parce qu'en fait, quand ils apprennent, quand ils font des choses, tu te dis, mais en fait, je suis passée par là. Tu vois, j'ai buté là. Parce que on est grosso modo tous les mêmes. Après, on a changé un peu d'environnement, mais dans l'ensemble, un enfant, il reste le même. Comment il apprend, les apprentissages et tout. Et je me dis, mais tu vois, quand on est petite, je vois toujours ma fille, elle danse comme pas possible et tout. Je me dis, tu vois, ça, on le perd. Cette beauté, cette assurance. Ouais. Tu vois. Et finalement, le fait de voir ces enfants, moi, ça me coach mais énormément. Il y a des choses, des fois, tiens, j'ai pas envie de le faire. Je me dis, mais attends, continue à faire alors qu'elle se fatigue jamais. Bon, après, on n'a pas la même énergie. Nos enfants, ils sont pas là pour rien. Exact. Moi, mes enfants, je vois, mes 5 filles, c'est des parfaits miroirs. Et juste une anecdote qui peut peut-être aider. J'ai une petite qui est née sans palais, sans une forme palatine. Donc, c'était très compliqué. Et bon, maintenant, on va bien. Voilà. Mais cette petite, c'était celle qui m'énervait le plus dans la fratrie. Et tu sais, on dit que l'enfant qui m'énerve le plus, c'est celui qui ressemble. Tu vois. Mais c'est vrai qu'elle me ressemblait énormément, tu vois. Et au cas où, Maya, quand tu regardes cette vidéo, je t'aime très fort, ma fille, vraiment, tu es un exemple, même pour moi, tu m'inspires. Un coach de vie. Voilà. J'ai même dit, t'es une petite guerrière, t'es vraiment forte parce que c'est pas facile de prendre la parole quand on a des difficultés avec le palais en moins. Bon, elle a palais maintenant, mais c'est compliqué. Et en fait, à l'école, on s'est rendu compte qu'au moment où elle apprenait à compter, elle sautait toujours le 4. Ah non, mais attends. On lui disait, Maya, compte au moins jusqu'à 10 ou jusqu'à 5. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Le 4, il n'existe absolument pas. Et moi, je suis, mais Maya, enfin, 4, souviens-toi. Elle me dit, d'accord, et elle reprenait, et elle sautait le 4. Et moi, je me dis, mais c'est quoi, il y a un truc qui cloche. Pourquoi elle ignore ce 4? Et là, je me dis, mais attends, j'ai 5 filles, c'est la 4e. Tu vois? Tu vois, et j'ai senti, je me suis dit, mais merde, mais je crois que cette petite, elle est comme moi, elle se sent exclue, elle se sent pas. Elle n'existe pas. Purée, et là, ça m'a mis une claque. Là, j'ai fait, non, mais là, faut que ça change, c'est pas possible. Tu vois? Ouais. C'est pas possible. Maya, on t'aime. Maya, on t'aime. C'est des vraies lumières. Il y a quelque chose, tu vois, et elle portait aussi ce que moi je portais, en fait, ce que moi j'ai traîné pendant longtemps, celle de l'enfant exclu, pas pas sa place, pas. Et c'est qui s'est prise la patate chaude, du coup, tu vois. Elle est venue me le rappeler. C'est pour ça qu'elle m'énervait facilement, parce qu'elle me le rappelait, tu vois. Et c'est la seule qui est née avec un handicap, mais moi, dans ma pratique, je suis la seule qui est née aussi avec un handicap. Moi, je suis née avec une petite malformation à la jambe j'étais opérée, tout va bien, mais voilà, tu vois, donc c'est un parfait. Voilà. Voilà. Écoute, Maya, on t'aime vraiment. On aime les enfants. Non, on aime les anges comme ça qui viennent nous.
Et je voudrais qu'on revienne à la dernière question. Oui. Et je me prends. Ce que tu disais tout à l'heure, tu as un peu déconstruit justement ton rapport à la religion et tu as enlevé le voile. Enfin, je voudrais qu'on revienne, si c'est pas trop personnel, mais qu'est-ce que tu as appris du coup de positif, ou du moins de négatif, et comment tu as cheminé En fait, avec moi, je suis ce sortie regard? du paraître. Mmh. Tu vois, c'est pas parce que tu peux. Enfin, pour moi, je parle en mon nom réellement. Mm. J'ai un total respect envers les Oui, sœurs qui oui, continuent oui. à le porter. Mm, Et si elles sont alignées avec ça, mm, c'est parfait. Si elles mm, sont vraiment, si c'est une véritable liberté intérieure, c'est ok. tant mieux, ouais. Mais moi, je me suis rendu compte que je le portais vraiment j'ai l'impression que je reproduisais toujours des situations pour m'enfermer. Tu vois, mais ça on reproduit ce qu'on Ouais, a vécu dans l'enfance, tu vois. ouais. C'est le côté t'as pas le droit, t'as pas le droit, Mm. t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Moi, j'étais vraiment, ça a été toute Mais mon comme il n'y enfance. avait pas de remise en question, du coup, tu Voilà. le fais aussi. Et je reproduisais à travers le couple, à travers même la religion. J'ai pris voilà, la religion qui m'enfermait comme j'étais enfermée, qui m'empêchait d'être. Parce qu'on disait, faut pas être. La femme ne doit pas se faire voir. Faut qu'elle se couvre, faut pas qu'elle parle fort. Faut pas qu'elle rigole fort. Quand elle marche, faut pas qu'elle fasse de bruit. Voilà, j'avais ce côté, et je me disais, mais c'est pas moi. Au bout de 10 ans, je me dis, c'est pas moi, ça. Et je me suis dit, non, m'étouffe encore. Ça m'étouffe, encore une fois. Mais c'est moi qui manifeste ça. Mais je devais le voir arriver dans la matière pour pouvoir en prendre conscience, tu vois. Et un jour, en fait, comment ça s'est passé, je ne pensais pas en parler, hein, mais j'étais en ville. Moi, je portais des G-Bed. Et je passe devant une vitrine et je me vois, et pourtant, c'est pas la première fois que je me vois à travers la vitre, comme ça, la vitrine. Et je bloque, tu vois, je me dis, mais. C'est moi? Eh ben non, je me suis dit, mais c'est pas moi. Et vraiment, c'est comme si, je me dis, mais c'est pas moi. C'est fort. J'ai l'impression vraiment que c'était pas moi, que c'était un déguisement. Je me dis, mais c'est quoi ça? Pourquoi je fais ça en fait? Et avant, mais pourquoi je fais ça en fait? C'est quoi? Quelles sont mes croyances en fait vis-à-vis de ça, tu vois? Et je suis musulmane, mais ma compréhension a changé. Elle a, pour moi, évolué. Peut-être d'autres pensent le contraire, mais ça me tient, voilà, ça leur appartient. Oui, c'est pas un jugement. Là, on est là pour ton histoire et pour comprendre aussi, tu vois. Parce que moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de me dire, c'est ce cheminement de déconstruction, tu vois. Et ça, c'est fort. C'est une preuve de courage. Bah oui, c'est une preuve d'exister. Tu existes en tant que toi. Mais c'est ça, je crois, c'est cette notion d'exister. Et c'est la peur première de tout être humain. C'est l'existence, celle de ne plus exister, ou de ne pas exister assez, tu vois. De ne pas être reconnu. Voilà. Et oui, donc oui, ça fait partie, voilà, ça a été un grand changement. S'affirmer, affirmer qui tu es réellement, faire ce que tu veux réellement. Et ça plaît pas aux personnes qui n'ont pas l'habitude de te voir comme ça. Oui, c'est sûr. Tu vois, et c'est qu'on te dit t'es égoïste, t'as changé, je pensais te connaître, mais oui, mais c'est, oui, j'aurais peut-être dû éclore avant, mais voilà, maintenant, c'est moi. Tu vois, voilà. Écoute, sur ces très belles paroles, je te laisse la caméra 2 minutes pour pouvoir encourager peut-être une femme qui vivra la même chose, des mots percutants. Je te laisse à toutes les femmes à celles qui tournent en rond, qui ont l'impression de tourner en rond, moi je vous encourage vraiment à aller voir au fond de vous-même en fait, et de ne pas regarder ce qu'il y a autour de vous, mais vraiment, vraiment de vous regarder. Et je sais combien c'est difficile. C'est vraiment, mais c'est là que réside toute ta force et toutes tes ressources. Et quand on a fait ça, on se rend compte que finalement, les solutions n'étaient pas bien loin. Ouais. Merci Karima. Merci à toi, j'ai passé un super moment, vraiment.